Bon. Alors ça marche, ça a l'air de marcher. Très bien. Donc de quoi on a parlé la dernière fois alors? Alors, est-ce qu'on avait fini les Svatantrika? C'était la question qu'on se posait ce matin, on n'a pas regardé sur le Ah, alors je crois qu'on est toujours dedans. ouais. Comment c'est Prasangika? Donc Oui, tu vois, il dit qu'on est toujours dedans, il est d'accord avec moi. ouais, il me semble qu'on est toujours un petit peu C'est dans la les. page 66, c'est l'existence ultime selon les Prasangika, et on était à la page 168. Voilà, 168 ou 169? Enfin, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Ok. Oui, en effet, il y a marqué l'existence ultime selon les Prasangika, et je me souviens qu'il parlait encore des Svatantrika, ouais, parce que, et encore dans les lignes qui vont suivre, il continue de parler des Svatantrika. Donc, en fait, c'est juste qu'il manque une sous-section, ou alors ils se sont peut-être trompés dans la sous-section, peut-être qu'ils ont mis Prasangika au lieu de Svatantrika, c'est possible. Mais en tout cas, on approche, et il parle aussi des Prasangika, bien sûr, dans ces passages-là. Et je crois qu'on était 169. Alors, tu vois, par exemple, le deuxième paragraphe de la page 169, il dit le Prasangika quant à eux. Ouais, donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, il continue de te parler des Svatantrika. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Il dit les Prasangika quant à eux disent que s'il y avait une caractéristique essentielle, elle serait la vérité. Ouais. Et cela, c'est le point de vue Prasangika face au point de vue Svatantrika. Évidemment, c'est très différent du point de vue Svatantrika vu par lui-même. Qu'est-ce qu'on Très bien. entend par «elle serait la vérité»? Ça veut dire, ça serait la vacuité? Ce serait la vérité ultime, en tout Oui, cas. exactement, parce que c'est la vérité ultime qui est vraiment la Oui, caractéristique absolument. fondamentale. Mmh. Ouais, on pourrait dire que c'est la nature foncière des existants, ouais, c'est leur véritable nature. Et c'est intéressant parce que la véritable nature des existants, c'est l'absence de nature véritable. C'est ça que Ouais. dit le Tsongkhapa. Donc, c'est un peu confondant, non? C'est un peu confondant parce que Et non. ce qu'il dit à un moment donné quand il fait sa distinction, je crois qu'on en avait parlé de ce texte-là, c'est Geshe-tu Tenjinpa qui reprend ces textes de la Tsongkhapa, qui fait une étude comparée des textes de la Tsongkhapa dans Self, Reality and Reason. Et à un moment donné, il parle des deux sens du mot ultime. Ouais. Et donc, il dit qu'en effet, il y a un sens où c'est associé avec vérité ultime. Mmh. Et donc, ça existe. La vérité ultime, c'est l'ultime, ça existe, c'est la nature foncière des existants. Et il y a un ultime qui est l'objet de négation, l'existence ultime. Oui. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux mots ultimes. Il y en a un qui est accepté et il y en a un qui est totalement réfuté. Mmh. Et donc, c'est pourquoi, à un moment donné, il cite la Tsongkhapa. Elle dit, en effet, c'est pourquoi la Tsongkhapa peut dire, je crois que c'est dans le Lekshe Nyingpo, je ne suis pas très sûr, dans l'essence de l'éloquence, que on peut en effet réfuter l'existence ultime tout en affirmant une nature ultime, Voilà. une vérité ultime. Ouais, c'est la nature propre des phénomènes qui est dénuée de nature propre, on pourrait Oui. dire. Ouais, ça Mmh. joue. Oui, oui. Et donc, bien sûr que c'est un peu trompeur, parce que même en sanskrit, soit bhava, c'est la nature foncière, mais c'est aussi la nature ultime. Mmh. Donc, dans un contexte, c'est affirmé, c'est accepté, c'est la vacuité, mais dans un autre contexte, c'est l'objet de négation de cette vacuité. Ouais. Ok. Donc, c'est pourquoi il faut toujours faire attention au contexte dans lequel on parle. Ouais. Donc, ici, intrinsèque veut dire qu'il existe de son propre côté. Donc là, bien sûr, là, c'est réfuté par les prasangika, mais c'est accepté par les svatantrika. Ouais. Tu fais la différence entre ce micro et ce verre? Est-ce simplement le nom que l'on donne ou bien y a-t-il quelque chose du côté de l'objet qui corresponde au nom que l'on donne? Les Prasangika ont cette vue tout à fait incroyable qui affirme qu'il n'y a rien du côté de l'objet qui corresponde au nom qu'on lui donne et que c'est simplement parce qu'on donne ces différents noms qu'il y a une différence. Ouais. Mmh. C'est un petit peu comme ça veut dire que par exemple, ok, on pourrait dire par exemple si on pratique les tantras par exemple, on pratique les tantras et on dissout toutes les apparences et toute la conception ordinaire dans la vacuité. Ouais. Donc il n'y a que cet espace de la vacuité. Ouais. Mmh. Et de cet espace de la vacuité, on va manifester une lettre par exemple, Om par exemple, ouais. Ou Oui. Am, A, etc., etc. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est justement prasangika, ça veut dire qu'en dépendance du son du terme qu'on manifeste, eh ben, il y a un existant qui se manifeste du sein de cet espace de la vacuité. C'est magnifique. Oui. Ok.
Ok, donc on peut voir qu'en effet, les prasangika, oui, les prasangika, ça fonctionne très très bien du point de vue des tantras. Ok. Très bien. Donc les svatantrika disent qu'on ne peut se contenter du nom, qu'il faut quelque chose du côté de l'objet qui garantisse au singulier ce nom. Ils ajoutent que s'il n'y avait pas quelque chose du côté de l'objet qui garantisse ce nom, on pourrait appeler ce verre un micro. Et donc c'est l'argument des svatantrika ou prasangika. Ils disent, puisque chez vous, il n'y a pas du tout de serpent dans la corde, eh ben, on pourrait très bien appeler la corde n'importe comment. Ouais. Et on pourrait même, pourquoi pas, l'appeler un serpent. Et les prasangika disent, bah non, c'est pas possible. C'est pas parce que l'objet n'existe pas dans sa base d'imputation qu'on peut appeler tout n'importe quoi, à moins qu'on s'accorde tous sur ces conventions mondaines. Mhm. Ouais, Oui. très bien. Exactement. Ok. C'est cela la différence entre les deux points de vue, mais évidemment, même s'il y a quelque chose du côté de l'objet, ce quelque chose n'est pas ultime mais conventionnel, diront les svatantrika. Ce quelque chose n'est pas vérité ultime puisqu'il n'existe pas tel qu'il apparaît. Ok, Mhm. très bien. À ce moment-là, n'existe pas tel qu'il apparaît, ça va être les prasangika. Très bien. Il n'est pas non plus existence ultime puisqu'il n'existe qu'en dépendance de la conscience à laquelle il apparaît. Donc ça, c'est svatantrika. Oui, Donc, ces caractéristiques essentielles du point de vue des svatantrika ne sont ni existence ultime ni vérité ultime. Waouh. tout à Ok, fait. très bien. Donc, ça veut dire que ce sont des caractéristiques foncières. Caractéristiques foncières du feu, c'est chaud et brûlant. Ouais. Mhm. Parce qu'on pourrait donner une définition beaucoup plus longue du feu, non? On pourrait dire c'est une chose produite qui, en dépendance d'un combustible, etc., est chaud et brûlant. On pourrait dire une définition très longue. Ouais. Mhm. Mais qui naît d'un combustible, etc., ce n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle, une caractéristique foncière de l'objet lui-même. Et donc, Mhm. c'est pourquoi, quand on prend une définition, en général, on prend l'entité et la fonction. Ouais, chaud et brûlant, chaud c'est l'entité, brûlant c'est la fonction. Ouais. Mhm. Donc, c'est souvent comme ça dans certaines définitions. Euh, et donc, ça évoque les caractéristiques essentielles du phénomène en question. Ouais. Et donc, les caractéristiques pour les svatantrika, ça va être les caractéristiques foncières de l'objet en question. Mhm. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, les prasangika vont dire oui, mais du métal en fusion, c'est du feu alors, puisque c'est chaud et brûlant. Ok. Très bien. Très bien. Étudiants, les svatantrika diront-ils que c'est parce que le micro ne fonctionne pas comme le verre que du côté de l'objet, il y a une existence intrinsèque? Oui, la réponse. Et donc, l'étudiant, mais la fonction, la fonction, c'est aussi quelque chose qui ne peut être que nominal. Ok. Pas pour les svatantrika, dira Geshe Dreyfus. Pour eux, dit-il, il y a quelque chose du côté de l'objet qui correspond à cette fonction. Si c'était uniquement nominal, qu'est-ce qui empêcherait Martin, en voyant ce micro, de dire on n'a pas besoin de ce truc noir, on n'a qu'à se débrouiller avec autre chose, l'appeler micro, et cela fera faire des économies à l'Institut. Parce que ça se passait à l'Institut Vajrayogini à l'époque, et certainement Martin, ça devait être l'IT. Et donc, voilà, il aurait très bien pu dire, puisque un micro n'a pas les caractéristiques essentielles de micro. À ce moment-là, on peut très bien prendre un verre d'eau et ça pourrait, on l'appelle micro et ça agirait tout à fait. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mhm. Ouais. Il dit aussi, on pourrait aussi nous servir du caviar simplement en l'appelant caviar, alors qu'en fait, il s'agirait de semoule. Donc c'est sûr que ça coûte moins cher. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose du côté de l'objet qui garantit, qui est l'arbitre de toutes ces dénominations. C'est ce que veulent les svatantrika. Ils comprennent que les phénomènes n'existent pas de manière ultime, qu'ils n'existent pas isolément de la conscience qui les appréhende. Et ils veulent garder un peu du bon sens, un peu de bon sens. Pour eux, si on laisse tomber l'idée qu'il y a quelque chose du côté de l'objet, cela devient arbitraire et même chaotique d'une certaine manière. Si demain l'Académie dit qu'on va appeler la semoule caviar pour faire augmenter les exportations françaises, la semoule ne va pas pour autant devenir du caviar. Peut-être que quelques ballots se laisseront prendre à l'étranger, mais cela ne transformera pas la semoule en caviar. Les svatantrika disent que c'est bien le signe qu'il y a quelque chose du côté de l'objet qui garantit la nature de cet objet. Mhm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et donc, ça rappelle un petit peu cet exemple de Acharya Chandrakirti qui trayait une vache peinte sur un mur. Ouais. Mhm. Ouais, c'est devenu du lait.
c'est devenu du lait vegan, même, parce que c'était même pas une vache. Lait de poil. Et donc, c'était l'inventeur du lait vegan. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que du point de vue tantrique, il maîtrisait les souffles subtils, et donc il était capable de transformer les souffles subtils, enfin d'influer sur les souffles subtils de ces coreligionnaires. Et donc, ils ont pu, en effet, percevoir du lait où, objectivement, il pouvait ne pas y en avoir. C'est intéressant. Ok. Le signe qu'il y a quelque chose, dit l'étudiant, du côté de l'objet, cela peut être une erreur du côté de la conscience. Ok, très bien. Donc en fait, là après, il y a toute une page par rapport à comment est-ce qu'il y a une erreur du côté de la conscience ou pas. Ouais, ok. Ok, très bien. Donc ça, on l'a déjà vu, donc c'est pour ça qu'on va peut-être passer. On va passer à la page d'après. Ok, là, en haut de la page d'après. Donc, il y a un étudiant qui dit les swatantrika trouvent donc le micro. Ouais, ça veut dire, comme vous le savez, si les swatantrika analysent le micro ou la table, ils doivent le trouver ou la trouver dans ses parties, ouais, dans l'assemblage de ses parties. Ouais. Si on regarde le raisonnement septuple de Acharya Chanakirti, il dit justement que le chariot ou la personne ou le vélo ou le micro ou la table, ce n'est pas ni les parties Ni l'arrangement. ni l'arrangement des parties. Ouais. Hmm. Ça, c'est intéressant parce que justement, ça va à l'encontre des swatantrika. Les swatantrika disent si on cherche la table, on la trouve dans ses parties assemblées dans un ordre correct. Et c'est ce qu'on a tendance à faire en général. Hein. On a tendance à faire ça de manière ordinaire. Mais en fait, l'assemblage des parties, c'est la base d'imputation pour les prasangika. C'est la base d'imputation en dépendance de laquelle on impute table, micro, personne, etc. Ouais. Ok, donc c'est là où on voit qu'il y a quand même une distinction, même si elle n'est pas toujours évidente, de ce point de vue-là, elle est quand même plus claire, j'ai l'impression. Donc il y a deux formes de svatantrika, dit Geshe Dreyfus, ceux qui acceptent les objets extérieurs, comme bhavya ou bhavaviveka, et ceux qui ne les acceptent pas, comme shanta rakshita. Ouais, ils ont mis deux fois shanka rakshita. Ça veut dire Shankarakshita, ça veut dire celui qui protège la conque blanche. Shanta Rakshita, c'est la paix, c'est le paisible, ouais. Celui qui protège ce qui est paisible, ou le paisiblement protégé. Donc c'est Shanta Rakshita, ouais. Ok, très bien. Ce dernier disait qu'il n'y a pas de micro existant extérieurement. Ouais, vous vous souvenez qu'il est Yogacara Svatantrika, ouais. Oui. Il est catégorisé comme tel, en tout cas, par la postérité, ouais. Très bien. Il disait qu'il n'y a pas de micro existant extérieurement, que le micro est l'apparence ou l'aspect du micro apparaissant à la conscience. On pourrait donc même rendre les choses plus puissantes en utilisant l'idée de Shanta Rakshita, qui est que les phénomènes conventionnellement existent comme ayant la nature de l'esprit et de manière ultime n'existent pas du tout. Donc ça, c'est un point de vue un petit peu plus subtil. Pourquoi le Yogacara Svatantrika est considéré comme un peu plus subtil que le Sautrantika Svatantrika, ouais. Ça, c'est intéressant. Ok, donc ça veut dire que conventionnellement, les objets n'existent pas à l'extérieur de la conscience et ultimement, ils sont totalement dénués d'existence intrinsèque. Ouais, ça c'est intéressant. Donc de manière ultime, la conscience n'existe pas tout comme les objets extérieurs. C'est tout à fait ce que dit le disciple principal de Shantalakshita. Ouais. Acharya Kamalashila dans le Bharanakrama, les étapes de la méditation, qui sont traduites en français. Il y a les 3 volets qui sont traduits. Et je crois que c'est dans le 3e volet, ou en tout cas le 2e, où il dit que, en effet, l'esprit n'a pas d'existence véritable. Donc, il est clair là-dessus, hein, il le dit clairement. C'est-à-dire qu'on les distingue, les yogacharas svatantrika sont distingués des yogacharas ou des chittamatrins. Ouais. Parce que les chittamatrins, en général, acceptent que l'esprit a une existence véritable. Ouais. C'est une nature dépendante. Ok, très bien. Très bien. Et conventionnellement, c'est un phénomène trompeur, comme le micro, donc dit l'étudiant. Oui, c'est un phénomène trompeur parce qu'il n'a pas de valeur ultime, qui nous apparaît différemment de la façon dont il existe. La vacuité a une valeur ultime parce que si on se concentre sur la vacuité, on arrive à éliminer l'ignorance qui appréhende les choses comme existant de manière ultime. L'appréhension de cette vacuité est en contradiction directe avec l'appréhension de l'ignorance. C'est ça qui est intéressant. C'est que la réalisation directe de la vacuité
elle va à l'encontre de l'ignorance, mais aussi des empreintes de l'ignorance. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. C'est-à-dire que l'ignorance, pour les Svatantrika ici, c'est la saisie d'existence véritable. Ouais. Oui. Ok. Et il y a l'apparence d'existence véritable aussi, bien sûr, euh, qui est acceptée. Donc on va dire que pour les Svatantrika, ouais, pour les Svatantrika, on va dire que la vacuité d'existence véritable, qui est réalisée directement, c'est ce qui va à l'encontre du voile cognitif uniquement, ouais. Et du coup, c'est quoi? Et donc, le voile afflictif, comme vous vous souvenez, c'est la saisie d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, du point de vue Svatantrika, pour obtenir le nirvana, il n'y a pas besoin de réaliser la vacuité d'existence véritable. Voilà, oui. Ouais. Mm. Par contre, pour obtenir l'état de Bouddha pleinement éveillé, il faut réaliser la vacuité d'existence véritable. Ouais. Voilà. Mais Et de vous, Svatantrika. ouais, les Svatantrika. Ce qui est intéressant aussi chez les Svatantrika, c'est que réaliser la vacuité directement permet d'éliminer les deux voiles en même temps. Donc, je ne sais Voilà. pas comment ça fonctionne, parce qu'ils disent, si on étudie la Bisamaya Alamkara, comme on l'avait fait au Basic Programme, euh, à partir du premier bhumi jusqu'au 10e bhumi, ou jusqu'à l'éveil, on pourrait dire, Deux voiles en même temps. exactement, ils enlèvent les deux voiles en même temps, ils enlèvent l'ail et l'odeur de l'ail en même temps. Mm. Ouais, grâce à leur réalisation directe de la vacuité, ouais, d'existence véritable. Donc, ça veut dire il semble que la vacuité d'existence véritable élimine à la fois le voile affectif et le voile cognitif. Mais ça fait un peu bizarre parce que la réalisation directe de la vacuité ne contrecarre directement que le mode d'appréhension du voile cognitif et non pas du voile afflictif. Parce que le voile afflictif, c'est la saisie d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. C'est pas la même chose. Donc la vacuité d'existence véritable ne contrecarre que le mode d'appréhension du voile cognitif qui est la saisie d'existence véritable de la personne et des phénomènes, non? Ok. Ouais. Mais alors, est-ce que ça, on pourrait le vérifier dans les faits, c'est-à-dire d'être face à un maître qui soit Svatantrika et comment on pourrait vérifier ce qu'ils disent? À savoir qu'effectivement, quand on a atteint, quand on a réalisé la vacuité, effectivement, ces deux voiles sont aussi éliminés. Ça pourrait se vérifier ça, non? Ouais, ça pourrait se vérifier si on est Svatantrika et qu'on entre dans les voies mahāyānistes. À ce Ouais. moment-là, pourquoi pas. Mais les Prasangika diront la saisie d'existence véritable, c'est non seulement c'est pas un voile cognitif, mais en plus c'est même pas un voile du tout, parce que c'est totalement philosophiquement acquis. Mmh. Ouais, parce que Ouais, les donc déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par voile, finalement. oui, exactement. Ouais. Ça veut dire que pour les Svatantrika, un voile, c'est nécessairement une conscience, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que c'est soit une saisie d'existence autosuffisante et substantielle de la personne, une saisie, donc c'est une ignorance, donc c'est un facteur mental, donc c'est de la conscience. Ouais. Ouais. Et la saisie d'existence véritable, c'est pareil. La saisie d'existence véritable, c'est une conscience, puisque c'est un facteur mental, c'est de l'ignorance, ouais. Mm. C'est-à-dire que pour les Svatantrika, les deux voiles, c'est de la conscience. Pour les Prasangika, il n'y a que le voile affectif qui est de la conscience, qui est une saisie d'existence inhérente, ouais. Mais le voile cognitif, c'est pas une conscience, c'est un facteur composé non associé, c'est une empreinte. Ouais. Ouais. Donc Ouais. déjà là-dessus, sur l'entité même des voiles, ils sont pas d'accord. Ouais, ils Ouais. sont pas d'accord. Ouais, exactement. Donc c'est intéressant, ouais. Il faudrait avoir le 06 de l'abbé Chantalakshita et lui demander comment est-ce qu'il réalise la vacuité. Et il y a un truc assez intéressant aussi, c'est trompeur. C'est quelque chose de trompeur. Où est-ce qu'on a vu ça? Ok. Ok. Oui, c'est un phénomène trompeur parce qu'il n'a pas de valeur ultime. Il nous apparaît différemment de la façon dont il existe. Donc ça tombe bien parce que j'ai un petit texte par rapport à ça. Et on a encore du temps, c'est magnifique. Donc on va regarder ça si ça vous intéresse. Voyons voir, ok. Comme une illusion, distinguer la tromperie et la fiction. Ouais, ça, vous voyez l'image? Oui. Ouais. Le texte, je veux dire. Si. Dans la voie médiane, on traduit presque toujours le terme samvriti ou kunzop en tibétain, dans son sens littéral qui est obscurcissant, ouais. Même trompeur, comme ici. Alors que Acharya Chandrakirti en donne deux autres sens qui sont dépendance mutuelle et convention. Ouais.
C'est-à-dire que samvriti, le sens littéral de samvriti, ça veut dire qui obscurcit, ouais. Ça veut dire tattva vachadana, ça veut dire qui obscurcit l'incité, la réalité. Donc ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est dépendance mutuelle, c'est paraspava sambhavana, c'est-à-dire c'est la dépendance mutuelle, l'existence relative, parce que relationnel, ça veut dire dépendance mutuelle, ouais. Et convention mondaine, loka vyavahara, ça c'est le terme le plus subtil, l'acception la plus subtile de samvriti, ouais. Ok. Et on dit souvent que les phénomènes existent comme des illusions. Or, il y a deux façons d'interpréter cette expression. La première est dans un sens péjoratif, c'est-à-dire non seulement obscurcissant, mais en plus trompeur, parce que les phénomènes sont complètement vides d'existence inhérente, mais nous apparaissent pourtant comme s'ils existaient de manière inhérente. Ouais, donc ça, c'est prasangika en particulier. Et on pourrait dire svatantrika si on parle d'existence véritable. Ouais. De sorte que n'importe quelle conscience directe, sensorielle ou mentale des êtres ordinaires est illusionnée ou trompée. Donc ça, c'est le point de vue prasangika, ouais. Parce que vous savez, il n'y a que la réalisation non conceptuelle de la vacuité qui n'est pas erronée. Ouais. Ok. Le deuxième sens renvoie au fait que les phénomènes sont fictifs, ce qui veut dire qu'ils sont irréels, qu'ils n'ont pas d'existence véritable. Alors, je rajoute des espaces avec les deux points là. Comme les tours d'un magicien nous apparaissent sans que rien de concret ne puisse exister derrière la simple apparence. Quelqu'un qui comprend grâce à la voie médiane cet aspect fictif des phénomènes, la tromperie finira par s'estomper, ce qui est d'autant plus le cas pour les yogis qui ont abandonné le voile afflictif. Ils n'adhèrent plus à l'apparence trompeuse des phénomènes. On peut même dire que les phénomènes conventionnels sont observés par des conditions valides conventionnelles. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ici, vous avez justement, on parlait tout à l'heure de Self, Reality and Reason de Tenjinpa. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici, là. Nous apprenons que lorsque Samvriti est mis en contraste avec Paramartha, donc ultime, par rapport à la compréhension du statut ontologique des choses et des personnes, Samvriti renvoie à une structure valide de la réalité conventionnelle. Si on dit juste Samvriti et Paramartha, si on dit juste conventionnel et ultime, dans ce cas-là, ça veut dire conventionnel. Cependant, Samvriti, dans le contexte de Samvriti Satya, vérité conventionnelle, qui est posée en contraste direct avec Paramartha Satya, donc la vérité ultime, constitue notre ignorance fondamentale, notre appréhension innée et fausse, oui, il faudrait rajouter fausse, qui saisit les choses et les personnes comme étant réelles. C'est ça que ça veut dire. Vous vous souvenez, quand on avait dit vérité ultime et vérité conventionnelle, le mot vérité, ça n'a pas du tout le même sens. Ouais. Vérité conventionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est considéré comme vrai au regard de l'ignorance. Oui. Oui. Et ce qui est considéré comme vrai au regard de l'ignorance, c'est vrai ou faux? C'est faux par rapport à l'ultime. Exactement. Ce qui est considéré comme vrai par l'ignorance, c'est faux en réalité. Ouais. Si le serpent est considéré comme vrai par notre ignorance, ouais, en lieu et place de la corde. Et donc, c'est-à-dire que le serpent est faux. Ouais. Très bien. Très bien. Mais on peut faire la distinction entre une vérité relative vraie et fausse. Voilà. Du point de vue du monde, ouais, du point de vue du monde uniquement, pas du point de vue des avatars. Et surtout de la conscience qui ne se trompe pas elle-même. Exactement. Qui sait que ce qu'elle voit est faux. Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, exactement. Ensuite, il y a... Donc ça veut dire ce que je viens de dire là, c'est ça dont on parle quand Tenjinpa parle des conditions valides conventionnelles, c'est ça que ça veut dire? Exactement, il dit qu'en effet, quand on dit juste samvriti, donc conventionnel ou relatif, c'est l'existence même d'un phénomène conventionnel. Comment est-ce qu'on arrive à le démontrer? C'est parce que c'est observé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que une table inhérente ne peut pas du tout être observée par une cognition valide conventionnelle. Par contre, une table, c'est tout à fait l'objet d'observation d'une cognition valide. Ouais. Oui. Donc, c'est-à-dire que la table, c'est conventionnel, c'est une conventionnalité, on pourrait dire. Mais c'est aussi une vérité conventionnelle. Pourquoi? Parce que la simple table est l'objet d'observation de notre ignorance. Notre ignorance la saisit comme étant vraie, comme étant exactement de la façon dont elle nous apparaît. Elle nous apparaît comme existant de manière véritable ou inhérente, alors qu'elle est dénuée d'existence inhérente. Et notre ignorance considère qu'il y a une corrélation, une concordance entre l'être et le paraître. Notre ignorance saisit la table comme existant de manière inhérente. Pourquoi? Parce qu'elle nous apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. Oui. Et donc, ça veut dire que la table, à ce titre-là, est une vérité conventionnelle. Elle est considérée comme vraie au regard de notre ignorance. Ouais. Oui. Mais c'est aussi une conventionnalité. Pourquoi? Parce que la table existe. Oui. Ouais.
Ça De joue? façon nominale, oui. Oui, oui. Exactement, de manière nominale. Waouh, magnifique. Super. Et donc, il y a une suite là qui dit, ça c'est dans le Larton Chenmo qu'on est en train d'étudier ici en Nalanda en ce moment. Donc ici, irréel signifie seulement manquant d'existence intrinsèque et existant en dépendance. Euh, c'est ici le Chatushatakatika, c'est le commentaire de Acharya Chandrakirti des 400 stances d'Aryadeva. Il dit, cela ne signifie pas l'inexistence des choses qui peuvent être des fonctions. Quand on dit une table est irréelle, on n'est pas en train de dire que c'est une illusion. Mhm. On dit elle est comme une illusion, ouais, parce qu'elle semble exister de manière inhérente. Elle n'existe pas du tout de manière inhérente. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc la table existe comme une illusion, mais elle n'est pas une simple illusion. Ouais. Et là, il y a un texte magnifique de Kedubje, c'est le Tongtun Chenmo, qui est un petit peu un parallèle du Lecce Ningpo, l'essence de l'éloquence de la Tsongkhapa. Donc c'est Kedubje, son disciple direct, qui compose un texte magnifique, extrêmement hallucinant de précision. Et donc il dit ça. Il cite l'auto-commentaire du Madhyamakavatara, donc le Madhyamakavatara Vashyam. Il dit, de plus, donc ça c'est Chandrakirti qui parle, les Shravaka et les Pratyeka Buddha et les Bodhisattvas qui ont abandonné l'ignorance. Donc de quoi est-ce qu'on parle ici? Quand on dit les Shravaka, les Pratyeka Buddha et les Bodhisattvas qui ont abandonné l'ignorance, Ceux qui ont Ceux qui ont réalisé directement la vacuité. la sagesse, la vacuité. alors plus que ça, Ah, plus que ça. C'est-à-dire ceux qui ont abandonné carrément le voile afflictif, ouais. ah, d'accord. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'un arya, un simple arya, n'a pas encore abandonné l'ignorance. Il a encore l'ignorance dans son continuum, ouais. Oui. Ouais, il a encore les graines de l'ignorance, ouais. Oui. Par contre, un arat des Shravaka, des Pratyekabuddha et un bodhisattva du 8e, 9e bhumi, ou 10e bhumi, n'a plus du tout l'ignorance et ses graines. Vous êtes d'accord? Oui, oui. D'accord. Donc, ils ont abandonné l'ignorance, ouais. Mm. Très bien. Donc, on parle uniquement ici là, des personnes qui ont un niveau égal au nirvana, on peut dire, ouais. Oui. Ok. Très bien. Ils voient les entités composites comme des reflets. Oui. Ouais, ça veut dire que les entités composites, ça veut dire tout ce qui n'est pas la vérité ultime. Ouais. Ok. Tout ce qui n'est pas, ouais, tout à fait. Toutes les vérités conventionnelles. Quand il dit voix, il veut dire perçoivent ou comprennent? Oui, les deux. D'accord. En fait, non, pardon, comprennent. D'accord. Parce qu'ils voient toujours l'apparence d'existence inhérente, ouais. Soit sur l'apparence d'existence inhérente. Ok. Exactement. Eh bien, donc pour eux, elles sont de nature fictive, chema en tibétain. C'est-à-dire qu'une table, pour un arya qui a totalement éliminé le voile afflictif, une table est comprise comme étant fictive, ça veut dire irréelle, c'est ce qu'on a vu juste avant, et non véritable, car ils ne conçoivent pas les choses comme existant réellement. Ils ont abandonné cette conception fausse, ouais, cette ignorance. Les puérils, les êtres ordinaires, comme moi, cependant, deviennent confus, luar jeba. Mais pour ceux qui sont différents, c'est-à-dire ceux qu'on vient d'évoquer juste au-dessus, en percevant ces entités comme existant en interdépendance, comme des illusions, etc., ces choses composées deviennent pour eux de simples conventions. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trompeur et fictif. Ça veut dire que pour les êtres ordinaires comme moi, c'est trompeur, c'est plus que fictif, c'est trompeur. Ça veut dire que je regarde un film et je me laisse piéger par le scénario du film et je suis complètement dedans. Et je pense que c'est la réalité, ouais. Alors que les individus dont on parle ici, les Sravaka Arat, les Pratyeka Buddha Arat et les Bodhisattvas, les Bhumi purs, ils voient toujours le film, mais n'adhèrent pas du tout au scénario. Ils savent très bien que c'est un film. Donc ils ne sont plus trompés, mais ils continuent de voir une fiction. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. Eh ben, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il y a une notion plus péjorative de obscurcissant, ça veut dire trompeur, ça veut dire qu'on est trompé par l'apparence, on adhère à l'apparence. Ça, c'est luar jepa, ça veut dire qu'on est confus. Et il y a juste fictif, chemin. Et donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement accepté comme tel. C'est pas nécessairement, on va pas nécessairement dans le sens de l'apparence. Ouais. C'est perçu mais pas cru, quoi. Voilà, c'est perçu mais pas cru, c'est exactement ça. Bravo, ça c'est magnifique. Et Kedubje explique un peu plus loin. Le terme conventionnel dans l'expression vérité conventionnelle, donc juste conventionnel, et le conventionnel dans exister conventionnellement ne signifie pas la même chose. Ouais, donc on avait dit juste avant que Thupten Jinpa disait qu'il y a deux sens d'ultime et il y a aussi deux sens de conventionnel.
C'est ce que nous appelons quelque chose d'une vérité conventionnelle du fait qu'elle est vraie selon la perspective d'une conscience conventionnelle qui saisit de manière innée l'existence véritable. Donc ça veut dire qu'il y a vérité conventionnelle, elle est considérée comme vraie par l'ignorance, Oui. c'est que quelque chose est considéré comme existant conventionnellement, parce qu'une cognition valide qui examine le conventionnel trouve que cela existe. La table existe conventionnellement. Par conséquent, le premier conventionnel devrait être compris comme renvoyant à la saisie innée d'existence véritable, et le second à la cognition valide qui analyse le conventionnel. Ça veut dire que la table, c'est les deux pour un être ordinaire. La table existe conventionnellement parce qu'elle est observée par une cognition valide, et la table est une vérité conventionnelle parce qu'elle est saisie comme vraie par mon ignorance. Alors que pour Et les prasangika, ils diront qu'exister conventionnellement, c'est exister de manière nominale. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait ça. Ouais, bravo. Donc l'histoire de la cognition valide qui analyse le conventionnel, ça, c'est pas pour les prasangika. Alors si, parce que... Si aussi. Oui, ça veut dire qu'une table existe. Pourquoi? Parce qu'elle est l'objet d'observation d'une cognition valide conventionnelle. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que si on cherche la table dans le temple et qu'elle y est, on va la trouver. Ouais. Et ça, c'est une analyse conventionnelle. Ouais. Et donc, en effet, la cognition valide conventionnelle, même si elle continue d'être au sein d'une apparence d'existence inhérente, ça veut dire que on cherche une table dans un temple, on la trouve, on l'observe par une cognition valide, cette table continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. Cette cognition valide conventionnelle ne se préoccupe pas du mode d'être, ouais, elle ne se préoccupe que de... Et donc, à ce titre-là, la simple table existe. Ouais. Mais elle continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente, et si on adhère à cette apparence-là, cette table devient une vérité conventionnelle, vraie au regard de l'ignorance. Oui. Alors que pour ceux qui ont abandonné le voile afflictif, qui ne sont pas des Bouddhas, donc les non-Bouddhas qui ont éliminé le voile afflictif, ils n'ont plus que des conventionnalités. Ça veut dire que la table est une simple convention, ils réalisent qu'elle est fictive, mais elle n'est plus trompeuse, parce qu'ils ne se laissent plus avoir par l'apparence d'existence inhérente. Ouais. On pourra l'avoir, ce texte? Oui, je le mettrai sous la vidéo, ouais. Ou dans le chat du Skype. Ouais. Je le mettrai dans les deux. Ah, ça, c'est très, très important parce que sinon, on a en effet obscurcissant et fictif et exister comme une illusion et être une illusion. C'est pas du tout la même chose. Oui. Ouais. C'est-à-dire que le serpent, en lieu et place de la corde, c'est une illusion. Oui. La corde existe comme une illusion. Tout à fait. Ah, magnifique. Alors ça, c'est splendide. Vraiment magnifique. Bravo. De toute façon, existence, ça n'est que conventionnel. Exactement. Existence, pour les prasangika, égale existence conventionnelle, existence nominale, ouais. Voilà. Ouais, ça joue? Ouais. Ah, ça, c'est magnifique. On a bien fait de se lever. Ah, c'est vraiment super. Donc là, c'est là où on parle de trompeur. Ici, oui, c'est un phénomène trompeur parce qu'il n'a pas de valeur ultime. Donc ça veut dire que c'est trompeur pour les êtres ordinaires, mais pas pour tous les êtres. C'est ça que ça veut dire. Très bien. La vacuité a une valeur ultime. D'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc, c'est que si conventionnel ou fictif était nécessairement trompeur, les conséquences seraient que, est-ce qu'un Bouddha voit des vérités conventionnelles? Oh là là. Et oui, c'est ça. Est-ce que le Bouddha voit Subhuti quand il s'adresse à Subhuti, ou est-ce qu'il voit Avalokiteshvara quand il parle à Arya Avalokiteshvara? Oui. Subhuti et Avalokiteshvara sont des conventionnalités. Et donc, si conventionnel était nécessairement trompeur, si le fictif était nécessairement trompeur, ça veut dire que le Bouddha lui-même serait trompé. Non, mais c'est clair. Et donc, il ne serait pas réveillé. Oui. Magnifique. Ok, donc l'appréhension de cette vacuité est en contradiction directe avec l'appréhension de l'ignorance. Ok, donc l'ignorance ici, dont parle Geshe-Dreyfus, c'est l'ignorance qui est le voile cognitif. Ouais. Parce qu'on est toujours chez les Svatantrika. Donc, en se concentrant sur la vacuité, on affaiblit et on élimine l'ignorance. Pour les prasangika, ça joue. Pour les prasangika, ça élimine l'ignorance, la vacuité de l'existence véritable. C'est pour cela que la vacuité est la vérité. Ouais. C'est un phénomène qui, bien que n'existant pas de façon plus fondamentale que les autres phénomènes, a valeur libératrice ultime. Ouais, parce que la vacuité n'a pas un statut ontologique supérieur aux vérités conventionnelles. Elle a une existence conventionnelle. Ouais. Alors que sa réalisation directe, ça c'est libérateur. Ouais.
Très bien. Chez les Svatantrika, l'objet à réfuter n'est pas l'existence intrinsèque, mais l'existence ultime, réelle ou véritable. Voilà. Le fait que les phénomènes existeraient indépendamment de leur établissement par l'apparence à une conscience non contredite. Ouais. Donc ça, c'est bien sûr, c'est réfuté. Cela est illustré par l'exemple de l'illusion magique. Ouais. Lorsqu'on dit que tous les phénomènes sont comme une illusion magique, certaines personnes pensent que le bouddhisme enseigne que tous les phénomènes sont illusoires, alors que tous les phénomènes conventionnels sont quoi ou que ah oui, là, ok, je répète. Lorsqu'on dit que tous les phénomènes sont comme une illusion magique, certaines personnes pensent que le bouddhisme enseigne que tous les phénomènes sont illusoires ou que tous les phénomènes conventionnels sont illusoires, et ce n'est pas du tout le cas. Or, cela n'est pas du tout le cas. C'est ce qu'il dit. Il s'agit d'un manque de compréhension des textes. Les textes ne disent pas que les phénomènes sont illusoires, ils disent que les phénomènes sont comme une illusion. Ça, c'est très, très important. Ouais. Parce qu'illusoire, c'est la nature intrinsèque des phénomènes, c'est pas Exactement, tout à fait. C'est-à-dire existence intrinsèque ou existence inhérente ou serpent au lieu et place de la corde, ça, c'est illusoire. Voilà. Ça n'a jamais existé. Ouais. Par contre, la corde, tout ce qui existe de manière conventionnelle, en effet, ça existe comme une illusion. On pourrait dire même la vacuité qui est réalisée de manière inférentielle, Bah oui. celle-ci aussi existe comme une illusion. Parce que pour une conscience conceptuelle, elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente, alors qu'elle n'existe pas de manière inhérente. Tout à fait. Ouais. Mais la vacuité qui est réalisée directement, elle n'est pas comme une illusion. Pourquoi? Parce que son être et son paraître concordent. Elle se montre exactement telle qu'elle est. Ouais. Waouh, ça c'est magnifique. Ok, on a encore du temps. Ah, c'est magnifique. Très bien. Qu'est-ce qu'une illusion? Une illusion magique, vous vous rappelez l'exemple du sadhu, ouais, le magicien? Avec les Avec l'éléphant, exactement, tout à fait. L'apparition magique, c'est la métaphore qui illustre le fait que les phénomènes nous apparaissent comme existants réellement. Ok, donc ça, on pourrait dire qu'en effet, nous apparaissent comme existants de manière véritable. Et n'oublions pas que chez les Svatantrika, ça n'apparaît qu'à la conscience mentale. Ouais, donc l'exemple a quand même ses limites. Nous apparaissent comme existants réellement de manière ultime, alors qu'ils n'existent pas ainsi. Ils nous apparaissent ainsi. Ils nous apparaissent comme existants réellement de manière ultime. Bien qu'ils n'existent pas ainsi, ils nous apparaissent ainsi. Bien qu'il n'y ait pas d'éléphant, l'éléphant nous apparaît comme un éléphant. En fait, il n'y a qu'une apparition magique, et nous ne voyons pas l'apparition magique comme réelle, comme telle, pardon, excusez-moi. Mais nous ne voyons pas l'apparition magique comme telle. Mais comme réel. Ouais. Nous la voyons comme un vrai éléphant, exactement. De même, les phénomènes n'existent pas réellement, mais ils nous apparaissent comme existant réellement. Ok, très bien. Très, très bien. Ok, donc ça, c'est la suite par rapport à l'exemple, on l'a déjà vu. Ok, ensuite, il fait la distinction entre les trois types d'individus. Ouais. Il y a les trois types d'individus qui sont mentionnés ici dans cet exemple. Il y a le magicien lui-même, il y a l'auditoire qui est halluciné, et il y a un auditoire qui a loupé son bus et qui arrive après le mantra et après la poudre de Parnapapa. Ouais. Donc, il y a trois perceptions de la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'auditoire qui est halluciné sans le savoir. Ouais. Donc, c'est les êtres ordinaires pour qui les vérités conventionnelles sont des vérités trompeuses. Il y a le magicien qui, lui, sait très bien ce qui se passe. Pour lui, c'est fictif. Pour lui, c'est fictif, mais c'est pas trompeur, parce qu'il n'adhère pas à ce qu'il voit. Et il y a les Bouddhas qui, eux, ne voient même pas l'existence véritable. Selon leur perspective, ils ont éliminé le voile cognitif, donc il n'y a même plus l'apparence d'existence véritable. Ouais, très bien. Donc ça, c'était juste pour expliquer les trois types d'individus. Et donc, c'est pourquoi, après, il y a un étudiant qui demande, et le Bouddha? Pour le Bouddha, c'est pareil, il n'y a pas cette perception, selon sa propre perspective, bien sûr, parce qu'un Bouddha est considéré comme omniscient. Ouais. Et s'il est omniscient, il perçoit la façon dont nous percevons. Ouais. Donc, il perçoit l'apparence d'existence véritable qui se manifeste à notre perception à nous. Ouais. Et à celle des Aryas qui ne sont pas encore éveillés. Ok. Donc, par rapport à l'omniscience, ce sera intéressant d'en parler. Parce qu'il y a différents points de vue par rapport à ça. Ouais. Il y a, par exemple, comme vous le savez, il y a chez les Vaibhashika, il y a la toute connaissance. Ouais.
toute Oui. connaissance. Non, moi, je ne sais pas ce que ça veut Ça, dire. c'est les particules, quoi. Alors en fait, chez les Vaibhashika, la toute connaissance, et on pourrait dire les Sautrantika qui suivent les Écritures, un Bouddha, dès qu'il oriente son esprit vers un phénomène, il connaît tout de ce phénomène, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et ensuite, il doit diriger son attention vers un autre phénomène pour connaître tout de ce phénomène-là. Ouais. Et il y a un passage intéressant il y a un livre vraiment magnifique euh, qui reprend le Tattva-samgraha de l'abbé Shantalakshita et le commentaire de ce texte-là, le Panjika de Acharya Kamalashila. Et donc, ils prennent les points de vue de Acharya Dharmakirti, qui est en train de débattre contre les Mimamsaka, par exemple, des tenants non bouddhistes, qui vont réfuter la possibilité de l'omniscience. Ouais. Et donc, ça, c'est un point de contention très important entre les bouddhistes et certains non bouddhistes pour essayer de prouver l'autorité valide du Bouddha. Ouais. Parce que, ok, donc il y a des différents points de vue bouddhistes par rapport à l'omniscience et ce que représente l'omniscience pour essayer de contrecarrer certaines vues non bouddhistes. Parce que pour les Jains, par exemple, pour les Jains, si on n'est pas omniscient, on n'a pas d'autorité spirituelle. Ouais, donc ils considèrent que leur maître, Mahavira, était omniscient. Donc forcément, les bouddhistes se sont dépêchés de dire que le Bouddha était omniscient. Pour prouver sa validité, son autorité spirituelle, ouais, son autorité valide. Et c'est pas la Ok. même science. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on l'a vu chez les Vaibhashika, c'est une toute connaissance. Mais il y a un commentaire du Visuddhimagga qui existe en français. Le Visuddhimagga, c'est la voie de la pureté de Buddhaghosa. Il existe en français aux éditions Fayard. Et il y a un commentaire de ce texte-là d'un maître qui s'appelle Dharmapala. Et il dit que rien n'empêche le Bouddha, qui est tout connaissant, de chercher à orienter son esprit vers tous les phénomènes en même temps. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Imaginons que la toute connaissance, c'est un rayon laser qui se dirige vers un phénomène et qui connaît tout de ce phénomène. Qu'est-ce qui empêche le Bouddha d'orienter son rayon laser vers tous les phénomènes en même temps? Voilà. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, ce que vont dire Acharya Dharmakirti en premier, mais aussi Shantalakshita et Kamalashila, c'est que l'omniscience du Bouddha, c'est avant tout une omniscience dharmique. Ça veut dire qu'il doit connaître tout du dharma. Ouais, quand on apprend la Bisamalamkara, il y a tous les aspects que doit connaître un Bouddha, que doit connaître un Bodhisattva, que doit connaître un Shravaka, etc. Tous ces aspects-là sont nécessairement connus par un Bouddha. Ouais. Et donc, tous ces aspects, il y en a combien là 173 ou quelque chose comme ça, non? Ah oui. Je ne me souviens plus. Oui, il y en a, je crois, 173 ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de phénomènes, finalement, pour un omniscient. Mais il y a d'autres arguments qui vont dire, en effet, Dharmakirti, lui, le premier, souhaite rappeler que l'omniscience n'est pas nécessairement connaître toutes les molécules qui se trouvent dans la planète, sur la planète. Parce que ça n'a pas de valeur libératrice. En quoi ce serait libérateur de connaître le nombre de molécules sur la planète? Ouais. Et en quoi ça peut aider les autres? Et en quoi ça peut aider les autres? Ouais. Donc c'est intéressant. Et donc Acharya Dharmakirti, surtout dans le Pramanavartika, dans le chapitre 2, tend à dire que le Bouddha serait omniscient du point de vue dharmique. Donc il connaîtrait surtout le dharma. Mais il y a un autre exemple, une autre occurrence dans le Pramanavinishchaya du même auteur, d'Acharya Dharmakirti, qui dit que un Bouddha doit connaître le dernier moment d'un arhat. Par exemple, chez les Vaibhashika, un arhat, quand il meurt, il cesse d'exister. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est-à-dire que le dernier moment de sa conscience n'est plus un effet, n'est plus une cause, pardon. Et puis une cause. Le dernier moment de sa conscience n'est plus une cause, puisqu'il n'y a plus d'effet, il n'y a plus rien qui vient après. Ouais. Et Acharya Dharmakirti dit que le Bouddha doit connaître cela. Parce que s'il ne connaissait pas cela, comment est-ce qu'il pourrait aider les autres êtres par rapport à ce point spécifique? Donc, il semble que Dharmakirti lui-même ait un point de vue différent, que le Bouddha puisse avoir ce type d'omniscience. Ouais. Et donc, il y a des points de vue différents. Et ensuite, l'abbé Shantalakshita et Kamalashila vont dire qu'il y a plusieurs types d'omniscience. Il y a l'omniscience dharmique, mais il semble que l'omniscience dharmique implique nécessairement l'omniscience totale. C'est-à-dire que connaître tout ce qui relève du samsara et du nirvana, en gros, ça veut dire tout connaître. Parce que, à part le samsara, le nirvana, qu'est-ce qui existe dans l'univers? Rien. Rien. Et donc, ça veut dire que l'omniscience dharmique semble impliquer l'omniscience totale. C'est peut-être l'une des conclusions qu'on pourrait essayer d'adopter si on étudie ces textes-là.
Ok. Donc c'est juste parce que l'autre jour on s'est posé la question comment est-ce qu'un Bouddha perçoit les choses? Parce que si ça existe, ça doit nécessairement être observé par une conscience omnisciente, non? Ce qu'on étudie dans les débats, ouais. Objet égale objet de compréhension égale objet de compréhension d'une conscience omnisciente, ouais. Et donc ça veut dire que si une conscience omnisciente ne l'appréhende pas, elle n'existe pas. Donc si on considère qu'une conscience omnisciente n'est qu'une omniscience dharmique, c'est-à-dire que le Bouddha ne connaît pas toutes les molécules qu'il y a dans la planète, donc elle n'existerait pas. Mhm. Et donc ça pose question. Donc ça, c'est intéressant, c'est un magnifique livre, je crois qu'elle s'appelle McClintock, la traductrice, et franchement, c'est passionnant. Et justement, dedans, il y a un point que Bernard voulait voir par rapport à la relation d'entité causale. Il y a un point fondamental là-dedans que j'essaierai de retrouver pour vous donner ça. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, l'étudiant, pour revenir au texte, dit, est-ce que le Bouddha voit l'éléphant? Donc l'éléphant, quand vous vous souvenez, c'est l'apparence d'existence véritable. Ouais. Ok. Et donc, la réponse est non. Ce qu'il pourrait voir, c'est la vision qu'ont tous les êtres. C'est ça. Parce que, et voilà, parce que les êtres ont une expérience. Et donc, les êtres ont une expérience. Les non éveillés ont l'apparence d'existence véritable. Et donc, ils perçoivent cela à travers leur regard à eux. Mhm. Très, très bien. Ok. Et donc, ça, c'est toujours cet exemple-là. Et ensuite, la deuxième partie de cette même page, 174, non, c'est quoi? C'est écrit trop petit. Oui, 174. Les Prasangika peuvent aussi utiliser cet exemple. Ouais, cet exemple du magicien. Mais ce n'est pas leur exemple favori, comme vous le savez, c'est Ouais. le... La corde et le serpent. Voilà, bravo. Ouais. Excellent. Ils peuvent aussi l'interpréter, l'exemple de l'illusion magique. Donc chaque école a un exemple favori, dit-il. L'exemple choisi par les Yogacaras, c'est le rêve. Ouais. Pour les Chittamatrins, c'est le rêve. Ils aiment bien utiliser le rêve. Parce que pour le rêve, quand on rêve d'un éléphant, par exemple, il n'y a pas l'apparence de l'éléphant avant notre conscience qui rêve de l'éléphant. Ouais. Il n'y a pas la conscience qui rêve de l'éléphant avant l'apparence de l'éléphant. Ouais. Donc les deux sont une même entité. C'est intéressant pour eux, le rêve. Cet exemple du rêve est aussi utilisé par les Madhyamika, bien qu'ils lui préfèrent d'autres exemples. Ok, donc tous ces exemples sont enseignés dans les sutras et tous peuvent être interprétés par les différentes écoles. Ouais. C'est-à-dire que même si l'exemple du magicien est plutôt favori chez les Svatantrika, on peut l'interpréter chez les autres écoles. Ouais. Très très bien. Ok. Certains auteurs ou certaines écoles particulières préfèrent certains raisonnements madhyamika plutôt que d'autres. Par exemple, Acharya Chandrakirti et les Prasangika préfèrent le raisonnement par la production dépendante. Et ça, c'est magnifique, cette production dépendante. Un jour, on a parlé de cette simple conditionnalité, vous vous souvenez? On a parlé de la condition, la production dépendante dans le sens de simple conditionnalité, non? On a dû en parler. On a dû dire que les Prasangika, ils ont 3 niveaux de dépendance, vous êtes d'accord? Oui. Ils acceptent 3 niveaux de dépendance qui sont? Cause et condition, dépendant de ses parties et le nominal, dénomination. Oui, magnifique. Et justement, il y a un magnifique ouvrage que je vous conseille, qui est splendide, qui s'appelle Beautiful Adamant of Momero. ouais, Beautiful Ornament of the Mount Meru, c'est de Shankar Rinpoche. C'est un très, très, très grand maître, qui est assez peu connu d'ailleurs dans les études bouddhistes, mais qui est vraiment exceptionnel, d'une précision hallucinante. Et justement, quand il parle des Madhyamika dans son chapitre, c'est un traité sur les écoles philosophiques. Et sur son chapitre Madhyamika, il montre justement que chez les Prasangika, naître ou être établi ou exister en dépendance de causes et conditions ne veut pas nécessairement dire exister de manière causale. C'est-à-dire que cause et conditions, chez les Prasangika, ça peut coexister au phénomène qui est établi en dépendance des causes et conditions, parce que cause et conditions n'est pas nécessairement pris sous l'acception de causal. Ça veut dire que quand vous avez le tout par rapport à ses parties, les parties du tout sont les conditions du tout. Mais ne sont pas les conditions au sens causal, sinon il faudrait que les parties de la table existent avant la table. C'est ça, oui. Et la désignation qui est faite en dépendance de cette base d'imputation, cette désignation, elle coexiste au phénomène imputé. Ouais. Et oui, parce qu'autrement, les phénomènes permanents, ils seraient doués d'existence indépendante. Exactement. Si
Pratitya samutpada, si l'existence dépendante était prise au sens littéral de production dépendante, si exister au moyen de causes et conditions était au sens causal nécessairement, en effet, comme tu le dis, les permanents devraient avoir une existence absolue, Oui. ce qui n'est pas le cas. Et oui. Donc ça veut dire que les permanents ne dépendent pas de causes et conditions, mais ils dépendent d'autres phénomènes, des parties Oui. constituantes et d'une désignation conceptuelle. Ouais. Oui, absolument. Donc ça veut dire que les parties constituantes et les désignations conceptuelles font partie des conditions de l'existence du phénomène en question. Mais Oui. le terme de condition, de conditionnalité, ne renvoie pas nécessairement au terme de cause, au sens de cause, ouais, dans le sens causal, parce qu'une cause doit nécessairement exister avant son effet sinon. Et ça, c'est magnifique, il le corrobore d'une manière tellement belle, c'est splendide, ce texte-là est incroyable. Ok, donc c'était juste Tu vas pour le traduire? J'adorerais. J'adorerais avoir le temps. Faudrait déjà que je le comprenne. Quand on dit il y a que deux possibilités de relation entre les phénomènes, elle est soit de nature causale, soit de nature de même entité, Oui. comment on inclut ce qu'on vient de dire là? Alors, ça veut dire que ici, ce qu'on vient de dire, pas par rapport à l'omniscience, ouais, parce que par rapport à Non, l'omniscience, mais non, ce qu'on vient de dire par rapport aux conditions qui ne sont pas conditions. nécessairement causales. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation entre le phénomène imputé et les conditions que sont ses parties et sa désignation, etc., c'est une relation de même essence. Ouais. Non, mais ça, comment? On dit il n'y a que deux sortes de les phénomènes ne sont liés que par deux sortes de choses. Soit Les phénomènes permanents. non, soit un problème causal, soit un problème de même entité. Ouais. Ça, on a appris ça, bêtement, on l'a retenu. Bon. Or là, les conditions non causales qui procèdent à l'existence de la chose, on les met dans quelle... C'est une relation de même essence. Ah, c'est la relation de même essence. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Et en fait, c'est intéressant ces deux types de relations parce que si deux phénomènes sont liés, soit ils coexistent, soit pas. Oui, tout à fait. Alors donc, s'ils coexistent, il y a des phénomènes de conditionnalité qui ne sont pas causaux, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça qui est magnifique, ouais. C'est-à-dire que dans l'univers, si deux phénomènes sont liés, c'est nécessairement soit de manière causale, soit de même essence, parce que soit ils coexistent, soit pas. Voilà. Donc, Il n'y a pas de troisième possibilité, ouais. si on parle de conditionnalité non causale, ça passe dans les mêmes essences. Exactement, bravo, wow, c'est magnifique. Vous avez encore assuré une fois de plus, c'est incroyable. Donc, je vous mettrai les références du livre et puis le texte, Et le texte. dans le chat et puis sous la vidéo, ouais, ok? Ok. Merci encore. Et puis, il y a le débat ce soir pour ceux qui viennent. Merci. À ce soir. Merci à ce soir. Bonne semaine sinon. À bientôt. Ciao. Bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.